Bonjour et bienvenue dans ce 6e Ciné-Popcast. Si vous n'avez pas écouté les précédents, je vous explique vite fait. J'ai pris pas mal de retard entre mars et mai, donc je suis en train de rattraper ce retard en revenant sur un mois de sortie ciné à la fois. On a déjà fait février et mars, donc aujourd'hui, on revient sur 12 films d'avril et il y a quelques belles surprises. On fait tout ça dans l'ordre de sortie. Let's go. On commence par le mercredi 2 avril. Le mercredi, c'est le jour des sorties, et ce mercredi-là, la grosse sortie s'appelait Minecraft. Donc on va s'empresser de ne pas en parler, parce que vous pensez quand même pas que j'allais perdre du temps et de l'argent en allant m'infliger ce truc en salle. Ok d'accord, maintenant il est déjà dispo sur HBO en Belgique, et j'en suis très malheureux, croyez-moi, je n'ai pas encore pris le temps de le voir. Donc j'ai préféré, en avril dernier, rester chez moi et me tourner vers quelque chose de beaucoup plus qualitatif, avec une sortie Netflix. Ouais. Banger de Somi porte très mal son nom, puisque c'est un très mauvais film. Voilà, comme ça, on commence le podcast direct dans la négativité, c'est super. Le pire, c'est que j'avais un petit espoir en vrai. Vincent Cassel, Laura Felpin et Mr V, ça aurait pu donner quelque chose de très fun. Mais malheureusement, il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Petit résumé rapide, Vincent Cassel est un DJ has-been qui se voit engagé par la police française pour mener une opération undercover contre un autre DJ, hyper à la mode lui, incarné par Mr V, soupçonné de dealer une nouvelle drogue et de tremper dans des milieux bien sombres. En soi pourquoi pas, le casting de base est bon, Cassel en has-been qui ne veut pas se l'avouer, Mr V en DJ qui se la pète, même Laura Felpin en flic, ça pouvait passer. Mais non. L'humour est, au mieux, cringe, le scénario est bidon, le final est expédié comme rarement, et le fait que ça soit pas mal référencé niveau musique, principalement musique électro, avec des caméos, une bande-son recherchée, et un réalisateur spécialisé dans le domaine, perso c'est absolument pas mon univers, donc je peux même pas dire que j'aurais pu me rattacher à ça. Non, c'est une énième pro de Netflix sans âme, vite vue, encore plus vite oubliée. Heureusement, je vous rassure, les 3 prochains films dont on va parler sont bien meilleurs. Au cinéma cette semaine-là, peinant à trouver un créneau face au monstre Minecraft, il y avait un petit film dont je ne savais rien, mais vu que les critiques étaient bonnes et que le casting avait l'air sympa, j'y ai été, et qu'est-ce que j'ai bien fait. Last Breath, de Alex Parkinson, raconte l'histoire vraie et complètement dingue de Chris Lemons. Au début du film, Lemons fait partie d'une équipe qui doit mener des missions dans le fond de la mer, des réparations, des contrôles, de la maintenance, le tout à 100 mètres de profondeur. Ce jour-là, alors que lui et 2 collègues s'occupent de la maintenance d'un collecteur, quelque chose tourne mal, son câble est sectionné et il se retrouve privé d'oxygène, avec une petite lampe pour s'y retrouver. Il ne lui reste que les 5 minutes qu'il a dans ses bonbonnes. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il va trouver une solution? Est-ce que ses collègues vont pouvoir le secourir à temps? Est-ce que le bateau au-dessus d'eux va pouvoir garder le cap alors qu'une tempête fait rage? C'est toute l'intrigue de ce Last Breath qui va, sans mauvais jeu de mots, nous tenir en haleine pendant plus ou moins 1h30. Pour peu que les fonds marins soient un truc qui vous angoisse un minimum, je peux vous assurer que ce sera hyper efficace sur vous. En tout cas, ça l'a été sur moi. Et puis un casting composé de Simone Liu, plus connu dans le MCU comme Shang-Chi, Woody Harrelson qu'on ne présente plus, et Finn Cole dans le rôle principal, ça fait plaisir. Pour ceux qui ont vu Peaky Blinders, Finn Cole c'est Michael, le fils de Polly. Et dans la vraie vie, c'est aussi le frère de Joe Cole. Non, pas le joueur de foot, l'acteur, aussi dans Peaky Blinders, celui qui joue John Shelby. Mais je digresse. Last Breath, c'est tiré d'un documentaire du même nom qui revenait donc sur la même histoire. Je ne l'ai pas vu, mais ça se sent. Tout fait vrai, il y a beaucoup de termes techniques, sans que ça fasse trop scolaire, ou que ce soit dans l'exposition. On est juste plongé, littéralement du coup, dans un monde que peu de gens connaissent, et qu'encore moins fréquentent. Et c'est aussi passionnant que terrifiant. D'autant plus terrifiant évidemment quand ça tourne mal. L'une de mes belles surprises du mois d'avril, si vous avez l'occasion de vous le procurer, jetez-y un œil. La semaine suivante, le 9, sortait enfin en Belgique, un film dont j'avais entendu beaucoup de bien, il y a quelques mois parce qu'il est sorti en France fin 2024. The Outrun, de Nora Finkstedt, avec Saoirse Ronan surtout, mais aussi avec Steven Dillane, le Stannis de Game of Thrones, ou Papa Essiedu, le futur rogue de la série Harry Potter. On va suivre Rona, pas loin de la trentaine, qui passe son temps à se bourrer la gueule et à vivre sa vie sans se soucier du lendemain. Quand ses addictions lui coûtent son couple et commencent à la mener vers des gens peu fréquentables, elle rentre chez elle, là où elle a grandi, dans les Orcades, des îles du nord de l'Écosse, pour tenter de rester sobre. Et c'est dans mon top 5 de l'année, pour l'instant.
Ouais, rien que ça. Parce que c'est tellement doux, beau, onirique, poétique, tout en réussissant à parler de l'alcoolisme d'une façon dure et réaliste. C'est pas un bête rise and fall and rise again à la fin parce qu'elle a réussi à rester sobre. Et c'est tellement pas ça que le film utilise une narration éclatée. On va sans cesse voyager dans le temps, revenir à ses soirées à Londres, à son couple, à ses amis, puis revenir sur les îles, voir son avancée, ses luttes internes, sa relation pas facile avec ses parents, sa mère très croyante et son père victime d'épisodes où il perd totalement pied avec la réalité et peut devenir violent. On dirait pas comme ça, mais ça réussit à éviter énormément de clichés. Et en plus, le folklore de ces îles est superbement intégré au récit et nous plonge parfois dans des légendes locales qui résonnent avec le personnage principal, et par extension avec le spectateur. Et puis les décors naturels sont d'une beauté folle, alcoolique ou pas, ça donne envie de partir en retraite là-bas. Saoirse Ronan est comme souvent excellente, crédible, sans jamais tomber dans le surjeu. Si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas, c'est l'un de mes coups de cœur de l'année. La même semaine sortait le nouveau film d'Alex Garland, un réal à qui on doit des films très intéressants comme Ex Machina ou Annihilation, mais aussi le très compliqué Men ou Civil War, que je ne trouve pas aussi raté que Men, mais qui ne m'avait pas autant conquis que certains autres spectateurs. Dans la lignée de ce dernier, Warfare, comme son nom l'indique, parle aussi de la guerre, mais on n'est pas dans une guerre civile imaginée comme dans Civil War. Ici, on est le 19 novembre 2006 en Irak. C'est précis parce que le film va en fait revenir, en temps réel, sur une confrontation entre une section des Navy Seals et des insurgés irakiens. Je parlais de réalisme avec The Last Breath, ici le niveau est tout aussi élevé, et c'est en grande partie grâce à Ray Mendoza, co-réalisateur du film, et déjà conseiller militaire sur Civil War. Et pour cause, puisque Ray Mendoza faisait en fait partie de ces Navy Seals attaqués ce jour-là. Et puisqu'il fait le pari du réalisme, au point où on est presque carrément devant un exercice de style, on va passer beaucoup de temps à attendre, à ne rien faire, à les voir communiquer avec plein d'abréviations militaires. On se doute qu'il va se passer un truc, mais on ne sait pas quand, ni quoi, ni d'où ça va venir. Et quand ça arrive, c'est rapide, violent et viscéral. C'est sans concession. Dans sa deuxième partie, plus animée, j'ai beaucoup aimé l'utilisation du son et du silence, pour nous mettre dans la tête des protagonistes, pour tenter de nous faire ressentir le choc de ce qui vient de leur arriver, de ce qui est en train de leur arriver. Parfois avec des cris glaçants, parfois avec un silence lourd. Le cinéma a souvent montré la guerre du Vietnam comme LA guerre où l'Amérique a envoyé ses enfants. Mais ici, le casting est très jeune aussi. Et quand on les voit dans ces situations, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est des gamins, quoi. Qui meurent dans une guerre qu'ils n'ont pas demandé. Comme toutes les guerres, en fait. Mais justement, ce casting, c'est aussi un point fort. Avec Will Poulter, sans doute le plus reconnaissable du lot, Michael Gandolfini, le fils de James et qui est Tony Soprano, Cosmo Jarvis, qui a un nom génial, qui fait un peu porn star des années 80, ok, mais quand même ça claque, Joseph Quinn, révélé par Stranger Things, et qui sera bientôt la torche humaine du MCU, Noah Centineo, ou encore Charles Melton, que j'avais adoré dans May December de Todd Haynes l'année passée. Un vrai bon film de guerre ultra réaliste qui m'a pas mal fait penser à La chute du faucon noir de Ridley Scott. Si vous avez 1h30 devant vous, ne le loupez pas. Et à propos de Garland, on en parlera aussi dans l'épisode sur le mois de juin, parce qu'il est le scénariste de 28 ans plus tard, et ouais, il y aura des choses à dire. La même semaine, j'ai été rassuré en voyant La mort d'une licorne. Ouais, rassuré parce que ce film prouve que même A24 peut produire des films un peu nuls. Et ça, on commençait à en douter. On retrouve Jenna Ortega et Paul Rudd dans le rôle d'un père et de sa fille qui se rendent dans une grande résidence pour retrouver le patron du papa qui bosse pour une compagnie pharmaceutique. Ça peut paraître random, mais ça va avoir son importance. Sur le chemin, ils chopent un gros animal qui, vous vous en doutez, s'avère être une licorne. Ils la tapent dans le coffre, la pensant morte, et se rendent au rendez-vous. Ils vont, entre autres, vite se rendre compte que les licornes ont en elles, et principalement dans leurs cornes, un ingrédient magique qui permet de soigner n'importe quelle maladie. Et c'est là que le côté pharmaceutique, mais surtout archi-capitaliste des personnages, va entrer en jeu. Ça aurait pu être pas mal en soi, on en voit très rarement. Des films de licorne après tout. Mais vous savez ce qu'on voit rarement aussi ? Des films de dinosaures. Et ici, en l'occurrence, les gens derrière le film ont clairement bien étudié leur petit Jurassic Park illustré. Par exemple, la licorne emboutie au début était en fait un bébé. Et fatalement, les parents ne sont pas super contents. Et vont tout faire pour la récupérer. Quitte à buter 2-3 personnes, coucou Jurassic Park 2. À un autre moment, ils ne comprennent pas pourquoi les licornes continuent de les chasser. Jusqu'à ce qu'un personnage avoue qu'il a volé un truc qui leur appartient. Coucou les œufs de Raptor de Jurassic Park 3. Vous avez compris l'idée, on n'est pas sur un plagiat mais le film a malheureusement très peu d'idées originales.
une fois que la surprise de voir une licorne à l'écran est passée. Oh, puis les CGI sont vraiment très vilains. La semaine suivante, en salle, nous est arrivé un film qui jouissait d'une presse et d'un accueil public assez dithyrambique, Sinners, de Ryan Coogler. J'avais le film dans mon radar depuis un petit temps parce que je dois bien vous avouer que j'ai un petit faible pour les films de vampires et que Coogler a déjà prouvé qu'il était capable de faire du bon cinéma, même avec un héritage lourd comme celui du film de suceur de sang. Je parle principalement de Creed parce que ces deux Black Panther c'est soit moyen soit pas bon, et j'avais détesté Fruitvale Station, donc j'y allais mi-hypé, mi-prudent, surtout parce qu'en général quand un film est autant apprécié aux US, c'est souvent de la grosse surcote, et je suis désolé mais ici, on est en plein dedans. Ce qui ne veut pas dire que Sinners est un mauvais film, loin s'en faut. Mais le voir célébré comme le meilleur film de l'année, à un moment, il s'agirait de voir plus que 5 films sur l'année, Mais de quoi ça parle Sinners? Parce que j'ai dit film de vampire, mais en vrai, c'est plus que ça, et heureusement. On est dans les années 30, aux États-Unis, et donc en pleine prohibition. Pour ceux qui ne savent pas, la prohibition, c'est une période de 1920 à 1933, durant laquelle aux USA, on ne pouvait plus produire, vendre, exporter ni importer de l'alcool. En gros, l'alcool était pratiquement interdit. Et des films qui se passent pendant la prohibition, vous en avez sûrement déjà vu, parce que si quelque chose est interdit, surtout quand c'est aussi important pour beaucoup de monde que l'alcool, vous vous doutez bien que sa vente sous le manteau a continué, dans des bars clandestins, ou que ça a continué à être produit dans des entrepôts, eux aussi clandestins. Du côté de Chicago par exemple, c'est un certain Al Capone qui va s'enrichir grâce à ça, et Capone, vous l'avez vu parfois indirectement, dans des films comme le Scarface de Howard Hawks, celui des années 30, puisque le personnage principal est largement inspiré de Capone, ou plus directement, dans Les Incorruptibles de De Palma, où il est interprété par Robert De Niro, ou encore dans la série Boardwalk Empire. Mais la prohibition tient aussi un rôle central dans certains Lem Show, de Billy Wilder, Miller's Crossing des frères Cohen, ou même dans le premier jeu Mafia de 2002. Voilà, fin de la parenthèse, nos deux héros, Elijah et Elias, surnommés Smoke et Stack, tous les deux joués par Michael B. Jordan, reviennent justement de Chicago où ils bossaient avec la pègre locale, et donc on y revient avec Al Capone. Mais maintenant, c'est derrière eux tout ça. Ils sont de retour dans leur ville natale, dans le Mississippi, et comptent bien se ranger en ouvrant un bar dansant pour leur communauté, principalement les minorités du coin. Vous vous en doutez, ça va déraper, des vampires vont débarquer et gâcher un tout petit peu la fête. Au-delà d'un film de vampire classique, Sinners montre comment la culture noire américaine sera vampirisée par les blancs, le film s'organisant autour d'incroyables scènes de danse qui transcendent tout le reste. Et heureusement que ce sous-texte et ces scènes existent parce que, passé ça, si on prend uniquement le côté suceur de sang, on est malheureusement devant quelque chose de plutôt basique, avec notamment une gestion du montage qui devient un peu grossière dès que l'action débute. L'ambiance, la musique, le casting, certains visuels, oui, il y a des passages excellents dans Sinners. Mais dans l'ensemble, sur 2h15 de film, je ne peux pas dire que le tout est excellent. C'est pas mal, c'est mieux que beaucoup de blockbusters américains, et ça a le mérite de ne pas être une suite, un reboot ou un remake. Ça, bien sûr, mais on ne va pas commencer à donner des points bonus juste parce qu'un film ne fait pas partie d'une franchise. Surtout quand, en soi, niveau film de vampire, il ne réinvente pas l'eau tiède non plus. Mais, et on en parlera aussi quand j'évoquerai 28 ans plus tard d'ici 2 émissions, je pense que le public s'est tellement habitué à ce que Hollywood lui serve de la merde réchauffée que dès qu'on lui propose un film un minimum compétent, ça le porte au nu, ça crie au chef-d'œuvre, au film de l'année. Ah bah oui, c'est mieux qu'un remake Disney ou que Ant-Man 3, ouais. Mais le qualifier de grand film juste parce qu'il se démarque de la production à la chaîne horrible des grands studios, sorry, mais c'est du nivellement par le bas. Et avant de terminer sur ce film, c'est quoi le truc de la Warner à utiliser un seul acteur pour 2 rôles cette année? C'est pour le budget? C'est pour payer un seul acteur au lieu de 2? Non mais parce que entre Mickey 17 et son double Pattinson, The Alto Knights avec Robert 2 fois Niro, et maintenant Sinners avec 2 Jordan, ça commence à se voir un peu. Hein David Zaslav? Tout est bon pour économiser quelques sous chez Warner de toute façon. Mettre des films à la poubelle pour récupérer les impôts, comme le Bad Girl de Adil et Bilal, ou le fameux Cowboy vs Acme, qui a finalement été sauvé par un autre studio. Ah, je parle beaucoup des pratiques de Disney, ou de la nullité de plein de produits Netflix, mais faut pas me lancer sur Warner. Bref, Sinners c'est très sympa, mais ne vous attendez pas à un truc qui va révolutionner le cinéma. Parce que c'est clairement pas le cas, et c'est pas grave. Le même jour sortait un film très différent, un film dont on avait beaucoup entendu parler pendant la saison des cérémonies, pour ce qui était apparemment le retour en grâce de son interprète principal,
Pamela Anderson. C'est The Last Showgirl de Gia Coppola. Oui, encore une Coppola. Gia, c'est l'une des petites filles de Francis Ford, la fille de son premier fils, décédé à 22 ans d'un accident de hors-bord. Et The Last Showgirl ne va absolument pas parler de ça. On y suit donc Pamela Anderson, Shelly, danseuse à Las Vegas, présente sur le même show depuis une trentaine d'années. À 57 ans, elle n'a plus l'éclat de ses belles années, ce n'est plus elle qui est sur le devant de la scène, et même la pub sur laquelle elle apparaît utilise une photo des années 80. Elle ne veut pas se l'avouer, mais elle est complètement has-been, comme Vincent Cassel dans Banger finalement. Et du jour au lendemain, son monde va s'effondrer. Le producteur du show, Eddie, joué par un Dave Bautista tout en douceur, leur annonce qu'il ne reste que quelques spectacles à faire, parce qu'ils vont bientôt être remplacés par quelque chose de plus moderne, parce que même son show, il est has-been, comme Vincent Cassel dans Banger. Et là, à l'aube de la soixantaine, n'ayant pas un compte en banque énorme sur lequel se reposer, la question pour Shelly va être comment se relancer dans une industrie qui mise sur la beauté et la jeunesse quand on va se retrouver sans emploi et que tout ce qu'on a connu, c'est les shows de Las Vegas. Bon, réponse à l'écran évidemment, je ne vais pas vous raconter la fin, mais personnellement, tout ça ne m'a que très peu convaincu. Déjà c'est con, hein, mais j'ai eu beaucoup de mal avec la performance d'Anderson. Au tout début, on la voit passer un casting. Elle a cette petite voix fluette, ses maniérismes de jeune fille, voire d'enfant. Et on se dit que c'est pour le casting. Mais non, elle est comme ça pendant tout le film, et c'est vite insupportable. Alors oui, ça accentue son côté bloqué dans le passé. Cette femme de 57 ans qui s'imagine toujours en avoir 22, ça fait partie du propos. Mais ça en devient rapidement plus gênant qu'autre chose. C'est comme tout ce qui se passe avec sa fille, qu'elle n'a presque pas élevée parce qu'elle était trop occupée à danser à moitié nue pour des inconnus. Il y avait plein de trucs à explorer de ce côté-là. Comme le fait que pour Shelly, ce show, c'était toute sa vie, et elle a besoin que tout le monde le voie de cette façon-là. Elle n'accepte pas qu'on minimise ses performances ou la grandeur de son spectacle. Alors qu'en réalité, ça fait longtemps que plus personne n'en a plus rien à faire. Comme Vincent Cassel dans Banger. Donc est-ce que ça valait réellement la peine d'abandonner un enfant pour poursuivre une carrière qui, au final, va se révéler peu pertinente? Toutes des interrogations qui auraient pu être passionnantes, mais qui vont être survolées, un peu comme tout le reste dans ce film qui, bien qu'il ne soit pas horrible, peine vraiment à captiver, malgré sa durée assez courte de 1h30. Puis surligner le message dans l'un des derniers monologues de Anderson, sur le fait qu'on est toujours belle à 57 ans, oui, d'accord, si tu veux. Mais on l'avait compris en fait. C'est pas déshonorant, le fait d'avoir choisi Pamela Anderson pour le rôle ajoute évidemment un effet miroir avec la réalité d'une actrice dont les heures de gloire sont plus derrière elle que devant elle, mais au-delà de ça, il n'y a pas énormément à en tirer. Ah si, on voit Las Vegas 2 jours, c'est rare. Bon, on passe à la suite. Et la suite, toujours en salle, c'était le 23 avril avec 3 films, 2 films d'horreur et un drame chinois primés au Festival de Cannes de 2024, Black Dog, vainqueur du prix Un certain regard, l'une des compétitions annexes à la compétition principale du festival. Dans Black Dog, on va suivre Lang, qui sort tout juste de prison et revient dans sa ville natale. Décidément, il y a beaucoup de films où les gens reviennent dans leur ville natale aujourd'hui. Sa ville natale donc, pas loin du désert de Gobi, en Chine évidemment. On est en 2008 et c'est important parce qu'en Chine, en 2008, c'était les Jeux Olympiques. Et pour préparer tout ça, la ville organise une traque pour récupérer tous les chiens errants de la région. Une pratique malheureusement assez répandue dans les pays qui comptent beaucoup de chiens en liberté avant un grand événement. Au mieux, on les capture, au pire, on les abat. Tentant donc de se réinsérer un peu, il participe à ces captures et va se lier d'amitié avec l'un des chiens, un maigre chien noir qui terrorise la ville depuis quelques semaines et qui donne d'ailleurs son nom au film. J'ai pas vraiment envie d'en dire plus, c'est un film à découvrir en sachant le moins possible, c'est visuellement splendide avec beaucoup de plans larges sur les grandes étendues de ce début de désert, c'est prenant, c'est touchant, il y a quelques jolies pointes d'onirisme. Je m'aventure assez rarement dans le cinéma chinois, et c'est sans doute une erreur, parce que ce Black Dog est une excellente découverte. La même semaine, un film un rien moins qualitatif, et en même temps j'ai pas forcément envie de dire que c'était nul à chier, Drop Game, dernière prod en date du studio Blumhouse. Comme souvent chez Jason Blum, l'idée de base est simple. Ici, Violet Gates, qui a vécu des trucs pas hyper cool avec son ex il y a quelques mois, recommence à oser sortir avec des hommes, et ce soir c'est son premier rendez-vous, avec un gars qui a l'air tout à fait sympathique, Henry. Sauf qu'elle va commencer à recevoir des messages menaçants via airdrop, qui lui disent quoi faire, comment se comporter, et surtout, si elle n'obéit pas, elle peut le voir via ses caméras de surveillance, il y a un mec chez elle prêt à tuer son fils. Rien que ça. Elle va tout faire pour s'en sortir et pour démasquer celui qui l'a fait chanter.
puisqu'il se trouve obligatoirement dans le même restaurant, vu qu'il sait envoyer des messages via AirDrop. Alors est-ce que ça sera Henry? Ou le serveur? Peut-être la barmaid? Ou le pianiste? Le vieux qu'elle a croisé au bar? Ou le mec assis en face, qui la regarde pas mal? Ou quelqu'un d'autre qui fait tout pour ne pas attirer l'attention? Ah ouais, je vous l'avais dit, c'est pas le synopsis de l'année. Mais c'est sympa, ça se laisse regarder, mais avec un postulat aussi fin, compliqué de tenir dans 95 minutes. Donc, tout le milieu du film avant qu'elle découvre le coupable, c'est vachement répétitif. Pas horrible donc, mais niveau thriller ou tension, on a vu mieux, et d'ailleurs la même semaine, sortait Until Dawn. Tiré de loin du jeu vidéo du même nom, et je dis de loin parce que c'est sûr que quand le projet a été annoncé, on ne voyait pas trop l'intérêt, puisque le jeu était déjà très cinématographique et était porté par des acteurs comme Rami Malek, Hayden Panettiere, la cheerleader de Heroes, ou encore Peter Stormare, qui est le seul à reprendre du service dans cette version ciné. Donc on se disait qu'ils allaient juste prendre le scénario du jeu, ou en tout cas l'un des scénarios possibles, et l'adapter tel quel. Mais non, ils ont été bien plus malins que ça. Le début, c'est du déjà vu, c'est une bande de jeunes qui se rend à un endroit X pour une raison Y, il y a des événements étranges qui vont commencer à se produire, vous connaissez le principe, c'est le début de 75% des slashers. Ici, on suit Clover à la recherche de sa sœur, avec son ex et d'autres amis. Ils arrivent là où elle aurait disparu et comme je viens de le dire, il commence à se passer des trucs chelous. Mais là où le film Until Dawn réussit, c'est qu'il n'adapte pas le jeu vidéo, mais une mécanique de jeu vidéo. L'idée que quand tu meurs, tu reviens aussitôt à la vie et tu peux recommencer. Un film comme Edge of Tomorrow avec Tom Cruise le faisait déjà très bien. Le twist ici, c'est qu'après chaque mort, et donc après chaque retour à la vie, il se passe quelque chose de différent. Une fois ils sont pourchassés par un tueur, une fois il y a une sorcière, une fois quelqu'un est possédé, et parfois c'est juste une très grosse tourista. Ça peut littéralement aller piocher dans tous les sous-genres de l'horreur, et ça ne s'en prive pas. Même si on aurait aimé en voir plus. Il y a par exemple 2-3 passages qui ne sont montrés qu'à travers un téléphone, dans un genre de flashback, et ces quelques secondes sont plus flippantes qu'une bonne partie du reste. Donc ça c'est un peu dommage. On ne passe pas à côté des persos clichés de films d'horreur, de quelques facilités scénaristiques, mais dans l'ensemble ce Until Dawn c'est plutôt un bon moment si on aime le cinéma horrifique. Tant le film se veut comme un hommage au genre. On y retrouve des clins d'œil à The Descent, Massacre à la tronçonneuse, ou Evil Dead évidemment. Malheureusement la réal de David F. Sandberg pêche vraiment dans son originalité et sa créativité alors qu'il y avait de quoi faire, et ça s'essouffle pas mal dans son dernier tiers. Pour cet avant-dernier film, on quitte la salle de cinéma pour aller sur Netflix avec un film qui avait de quoi faire saliver, Havok, de Gareth Evans. Et si vous ne connaissez pas Gareth Evans et que vous aimez les films de baston, vous loupez quelque chose puisque c'est le gars derrière 2 des meilleurs films de cassage de bouche des années 2010, The Raid, et sa suite, sobrement appelée The Raid 2. Si vous n'avez jamais vu ça, je ne sais pas où c'est dispo, mais démerdez-vous, il faut mater The Raid. Il avait aussi réalisé déjà pour Netflix Le Bon Apôtre, que j'avais trouvé franchement pas mal, mais pour son nouveau film, on va clairement plus chercher du côté de ce qu'il a fait en Indonésie. Parce que dans Havok, on va suivre Tom Hardy, enfin débarrassé de Venom, en flic qui essaie de ne pas être trop corrompu dans une ville qu'il est complètement. Le scénar en soi n'a pas énormément d'importance, il y a un fils d'un candidat à la mairie qui doit être sauvé, des flics pourris qui cachent des secrets, mais surtout, de la bagarre. Et là, Evans s'amuse. Dans sa scène d'intro, une poursuite en voiture assez folle, on comprend qu'il faut oublier tout ce qu'on pense savoir sur le maniement d'une caméra. Elle passe d'un côté à l'autre de la route, entre par une fenêtre, ressort par l'autre, va filmer un pneu qui crisse, le tout le plus souvent sans coupe, et sans que ce soit un festival de fond vert hyper voyant. On se doute qu'il y a beaucoup de travail de CGI derrière, mais on n'est pas non plus dans Speed Racer quoi. Puis il y a les scènes de combat. Tom Hardy, c'est un corps d'action, un mec imposant qui a toujours apporté beaucoup de physicalité dans ses rôles. Suffit de le voir dans Bronson, ou même dans The Dark Knight Rises, où ses larges épaules parlent autant que sa voix modifiée. Et Evans l'utilise parfaitement. L'action est toujours impressionnante, la mise en scène est innovante, on n'est pas au niveau de The Raid. Mais c'est dans le haut du panier des productions Netflix de 2025. On regrettera juste un scénario un peu téléphoné, mais on sera tout de même content de revoir Timothy Olyphant qui se fait trop rare sur nos écrans. Et enfin, pour terminer, un truc qu'on n'osait presque plus imaginer, le 30 avril est arrivé dans nos salles un bon film du MCU qui n'est pas réalisé par James Gunn. Non mais si on met de côté Les Gardiens 3 et qu'on remonte dans le temps, Captain 4, j'en ai parlé dans le podcast, c'était nul. Deadpool et Wolverine, il était dans ma vidéo de l'été 2024 de Disney, au-delà du joli petit hommage aux productions de la Fox des années 2000, c'était beaucoup de bruit pour un film aussi inconséquent. The Marvel, c'est déjà oublié,
Ant-Man 3, voilà, je pense que j'ai rien besoin de dire. Black Panther 2, merci Rihanna, la chanson était cool mais le film était nul. Thor 4, bien essayé Christian Bale, mais ça rattrape pas les chèvres qui hurlent. Doctor Strange 2, bien essayé Sam Raimi, mais malheureusement c'était pas ouf. Spider-Man No Way Home, vous savez ce que j'en pense. Eternals, c'est oublié. Shang-Chi, Black Widow, Far From Home. Putain, en fait, toute la phase 4, c'était l'enfer sur Terre. Et enfin, pour trouver pour moi un meilleur film que Thunderbolt, ou tout simplement un film qui peut être qualifié de bon dans le MCU, on doit revenir en 2019 avec Avengers Endgame. Eh ben, moi qui suis en train de remater le MCU à mon aise, j'ai pas hâte de dépasser le diptyque Infinity War Endgame, hein. Mais pourquoi est-ce que, enfin, Thunderbolts m'a plu? Bon, pour l'histoire, vous m'en voudrez pas, je vais pas refaire la backstory de tout le monde. On va dire que niveau continuité, on va chercher dans les persos d'Ant-Man 2, Black Widow, Captain America ou de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Plusieurs anti-héros, disons, c'est-à-dire Yelena Belova, US Agent, Ghost et Taskmaster, que leur boss a tenté de piéger, vont se retourner contre elle et faire équipe. Enfin, sur ceux que j'ai cités, il y en a un ou une qui fait pas long feu, et franchement, vu le marketing, c'était une immense surprise. Non, c'est faux. Ils sont tous envoyés dans une base souterraine de l'Utah, et avant de s'échapper, ils rencontrent Bob, un gamin qui a subi quelques expérimentations dans le cadre du projet Sentry. Et je vais pas en dire plus, si vous aimez le MCU, vous l'avez sûrement déjà vu, et si c'est pas le cas parce que vous en avez eu marre des mauvais films de super-héros, franchement, donnez sa chance à celui-là. C'est pas parfait, il y a pour moi un petit ventre mou vers le milieu du film qui m'a un peu fait décrocher, mais toute la première partie est cool, la dynamique entre les personnages est très bonne, et à partir du moment où ils doivent faire face à la menace principale du film, on entre dans l'un des meilleurs moments du MCU récent, voire du MCU tout court. La façon qu'a le film a parlé de la dépression, de la manière dont on combat ses démons intérieurs, toute l'imagerie que convoque la dernière partie, qui va du 11 septembre à Hiroshima, ouais, ce sont des images rares dans le MCU et ça fait plaisir. Puis au plus le temps avance, au plus je me dis que mon perso préféré, c'est Bucky. Et ce film me donne encore une fois des raisons de le penser. Le cast est évidemment top. Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, même si je suis pas fan de son côté comic relief, Wyatt Russell et Lewis Pullman, deux Nepo Baby, oui, mais avec du talent. Et puis il y a un truc qu'on voit de moins en moins dans ce MCU déjà préparé à l'avance, où le réalisateur n'est qu'un pantin là pour faire les plans imaginés par la prod il y a déjà des années. Ici, il y a des idées de mise en scène, il y a une utilisation des espaces ingénieuse. En fait, j'ai l'impression que Marvel se foutait un peu de ce film, et que du coup, ils ont laissé les coups des franches à Jake Schreier, qui a pu faire du cinéma, et pas juste une commande du MCU. Et le film n'a pas eu le succès qu'il méritait en salle, parce que les gens commencent à en avoir marre des films de super-héros, et ne se déplacent que s'ils savent qu'on va leur donner exactement ce qu'ils veulent. C'est pour ça que Deadpool et Wolverine a tapé le milliard, et que Thunderbolt va être un échec financier. Et quand il va débarquer sur Disney+, tout le monde va le regarder et dire « Ah mais en fait c'était vachement bien, je suis déçu de pas l'avoir vu au cinéma ». Mais bon, c'est comme ça, on les changera plus. Si vous ne l'avez pas vu, il est peut-être encore en salle quelque part autour de vous, alors allez mater ça. Et voilà pour un mois d'avril, ma foi, plutôt qualitatif. On se retrouve vite pour parler du mois de mai, puis pour le mois de juin, parce qu'en juillet, va falloir que je sois beaucoup plus synchro avec l'actu, parce qu'entre les dinos et les films de super-héros, il y aura de quoi bouffer. Dans l'épisode du mois de mai, on parlera de Wes Anderson, de The Weeknd et du retour d'une saga d'horreur qui aura traumatisé toute une génération à la vue d'un camion qui transporte du bois. Ciao!